la plateforme, je vous invite à cliquer sur la petite cloche au-dessus de la slide. Il est écrit « Désactiver vos notifications ». C'est juste pour être sûr que vous ne receviez pas un petit bip-bip dès que quelqu'un met un message ou pose une question. Donc, vous avez le chat pour dire bonjour, que tout va bien. C'est beau line-up. Effectivement, merci David de le souligner. Ensuite, vous avez l'onglet questions. Donc, je vous invite à poser des questions dans cet onglet dédié. Vous pourrez également voter pour les questions qui vous intéressent le plus. Et à la fin, les intervenants garderont 5 petites minutes pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à mettre toutes vos questions. De toute façon, ils répondront à la fin. Miguel, Nassim, Jean-Baptiste et Loïc, je vous laisse vous présenter rapidement et je vous laisse débuter la présentation et moi, je vous retrouve à la fin. À plus tard. Yes. Super, merci. Alors, du coup, j'en profite, je démarre. Miguel, donc je suis Group Head of Design sur Europcar, donc Mobility Group, de ce qui inclut et la marque Europcar, Goldcar et Ubico, pour ceux qui connaissent un peu le car sharing. Je vais enchaîner. Donc, du coup, bonjour à tous. Moi, c'est Nassim Essaoudi. Je suis en charge de l'optimisation de la conversion au sein d'Europcar, en charge de toute l'identification des insights, mise en place de la roadmap d'A/B test. Voilà. Bon, je suis alors du coup, moi je m'appelle Jean-Baptiste, je suis Customer Success Manager chez Testapic et UX Researcher. Bonjour à tous, donc moi c'est Héloïse, je suis Customer Success Manager chez A/B Testi sur les grands comptes et j'accompagne Europcar et Nassim et Miguel ici présents dans la construction de leur stratégie CRO. On va peut-être attendre quelques minutes en plus pour que les derniers arrivants puissent se joindre à nous et après on pourra commencer la présentation. Que vous continuez d'arriver sur le chat. On se laisse encore une minute? Allez, une petite minute. Top. J'en profite pour passer un petit coucou à Antoine Loisance qui est connecté sur le webinaire. C'est lui qui m'a fait découvrir l'optimisation de la conversion chez VP. Donc, petit coucou à toi. Super, je vous propose peut-être de commencer. Yes, allons-y. Allons-y. Donc c'est moi qui vais commencer avec une petite présentation de Testapic. Donc nous, Testapic, on est une startup créée en 2013. On a actuellement 35 personnes à bord. On travaille uniquement sur du test distant en France, mais aussi de plus en plus dans des pays limitrophes. On a un panel de 300 000 testeurs. On travaille avec le CNRS pour justement la qualification de ces testeurs et on lance à peu près 2000 campagnes de tests chaque année sur divers sujets et pour de nombreuses entreprises. Alors, ce qu'on fait nous chez Testapic, c'est du 100% test utilisateur distant. Donc, on n'est jamais auprès des utilisateurs, des utilisateurs dans la même salle. On est toujours à distance. On a plusieurs typologies de tests qu'on propose. D'abord, du test vidéo non modéré, donc simplement du recording d'écran et de la voix de l'utilisateur, sans modérateur, donc on lui pose des consignes et puis on regarde comment il réagit. On fait aussi du test questionnaire, où là, on pose des questions tout en permettant aux utilisateurs une navigation. Donc on va être sur du quantitatif, mais aussi sur du quali, parce qu'on propose aussi aux utilisateurs de justifier leur choix dans des verbatims. On propose aussi le sondage, qui là va être vraiment un sondage sur un plus grand échantillon, sans réelle navigation. On va plus aller dans la recherche utilisateur, sur des habitudes. On peut même évaluer les supports de communication, des newsletters, ce genre de choses-là. Et tout récemment, on s'est lancé, vu la conjoncture actuelle, dans le test modéré distant. C'est un besoin qui a été beaucoup demandé par nos clients. Et on s'est lancé il n'y a pas très longtemps. Ça marche très bien pour l'instant. L'idée, c'est simplement de pouvoir faire un entretien avec un utilisateur à distance avec différents outils de téléconférence.
Voilà. Héloïse, je te laisse prendre Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Donc, du coup, moi, de mon côté, je représente aujourd'hui AB Testy, qui est le leader européen de l'optimisation. Donc, AB Testy, c'est pas construit en un jour. On a commencé en 2009 en tant qu'agence CRO. On fournissait plutôt du conseil, en fait, à nos clients. Et on s'est dit que le conseil, bien sûr, c'est incontournable, mais c'est pas suffisant. C'est pour ça qu'on a décidé de se tourner vers l'activation et qu'on est devenu une boîte de logiciels, de SaaS, dédiée à l'optimisation, du coup, des sites Internet. Après, on s'est construit vraiment brique par brique. On a commencé avec l'A/B testing, l'expérimentation, puis on est allé travailler sur la personnalisation pour aller travailler vraiment sur les challenges de l'audience et créer des parcours utilisateurs vraiment sur mesure. Récemment, on a commencé à retravailler encore les features autour de l'IA pour pouvoir vraiment proposer maintenant une plateforme d'optimisation cross-canal où on peut travailler sur l'ensemble du coup, des devices, à la fois sur les sites desktop, les sites mobiles, mais aussi sur les applications avec du coup, notre dernier outil flagship. C'est ça qui nous permet d'avoir vraiment un contrôle total, on va dire, de l'expérience utilisateur et une vision vraiment à 360 des parcours clients. Donc, on a eu la chance, on va dire, d'être vraiment supporté et appuyé par des partenaires et d'avoir une croissance très rapide. C'est ça qui nous a permis maintenant d'avoir 10 bureaux dans le monde. Donc, il faut savoir que quand vous nous sollicitez, il y a toujours quelqu'un de disponible pour pouvoir vous répondre parce qu'on est sur l'ensemble des fuseaux horaires. On est 225 maintenant et on travaille avec plus de 900 clients. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous solliciter. Je vais te laisser maintenant peut-être Miguel présenter Europcar. Yes. Alors, j'ai posé quelques chiffres, des chiffres de 2019, sachant que 2020 est une année un peu compliquée dans le travel et qu'on n'a pas encore tous les chiffres. J'ai préféré opter pour ces chiffres-là. Donc, Europcar, c'était il y a peu plus de 3 milliards de chiffre d'affaires. C'était 91 millions de jours de location de véhicules sur un peu presque 330 000 véhicules et pratiquement 4 000 stations sur 140 pays. Donc c'est pour juste poser le contexte et expliquer que c'est quand même une grosse logistique derrière, une grosse industrie. Donc, au sein de tout ça, on est des designers. Donc, apparemment, dans l'audience, il y a pas mal de UX designers. On va passer rapidement. Je fais quand même un petit laïus là-dessus pour expliquer globalement ce qu'on fait, comment on le fait, et principalement pour les gens qui sont plutôt côté business, côté marketing. Parce qu'on éduque pas mal chez nous. Concrètement, aujourd'hui, on est encore vu un peu comme des enfants qui barbouillent un peu de peinture, un peu de couleur un peu partout, ce qui est plus du tout vrai, puisque notre métier a grandement changé. On est beaucoup plus centré sur de la data, sur des retours clients. On essaie de faire matcher les besoins, de résoudre les pain points, et on essaie de faire matcher les besoins donc avec la partie plutôt business et des contraintes techniques. Donc ça, c'est ce qu'on fait, et c'est globalement ce qu'est le product design et la mission qu'on s'est donnée. C'est faire matcher tout ça pour aller dans le sens du client et aller dans le sens du business, quoi, et générer finalement du revenu. Et globalement, comment on le fait? C'est en simplifiant les parcours, en essayant de simplifier au maximum les choses. Et pour ça, donc, on utilise pas mal d'outils qu'on va voir par la suite, dont Testapic et AB Testy, et d'autres quand même. Et ça nous permet justement de simplifier les choses et d'aller un peu plus loin dans cette partie compréhension du client et du coup amélioration de l'expérience. Donc, globalement, pour ceux qui ne comprennent pas trop la différence entre UX et UI, globalement, l'exemple de la bouteille de ketchup est plutôt très parlante. Pour ceux qui se rappellent les années 80-90, où on galérait à mettre un peu de ketchup sur nos aliments, et un retravail qui a été fait par la marque justement sur l'expérience et sur le fait de ne plus faire redescendre le ketchup dans la bouteille. Et finalement, ça a même mis un peu plus en valeur la partie brand, puisque du coup, elle est beaucoup plus massive et beaucoup plus visible sur la bouteille. Donc voilà, c'est pour expliquer le côté look et UI et le côté expérience, utilisation, utilisabilité en tout cas des choses. Voilà, par rapport plutôt à la méthodo qu'on utilise, donc on travaille en agile, on a des équipes, des product teams qui tournent en agile, et sur la manière dont on vient se greffer dessus. Globalement, on fait confiance à nos utilisateurs pour nous remonter les pain points, qui sont plutôt très directs et très cash là-dessus, et tous les autres doivent montrer de la data. Donc c'est ce qu'on essaie d'appliquer au quotidien, c'est d'être très data-centrique.
Donc globalement, comment prendre des décisions, ce sera sur les insights clients, donc plutôt les verbatim, sur tous les résultats d'A/B test et sur toute la data, les KPIs qu'on planifie et qu'on va monitorer au quotidien. Donc c'est un peu nos voies de travail, et le cercle qu'on utilise, c'est toujours la recherche. On va essayer de poser des solutions, de comprendre les besoins et d'amener les solutions qu'il faut et les faire valider par nos clients, par nos users. Et on continue ce cycle tout au long de la vie du produit, donc avant le lancement du produit, durant toute sa vie, avant, pendant et même un peu plus loin, un gros milestone, quand on détecte un incident, durant une implémentation, etc. Donc il y a un monitoring continu qui est fait, et il y a des cycles d'itération qui sont continus. Donc pour revenir sur la partie agilité, on a tout de suite vu que fonctionner avec l'agile était un peu compliqué. Pour une principale raison, c'est qu'on ne peut pas alimenter les backlogs pendant que les devs sont en train de coder. C'est juste impossible. Donc, au minimum, on essaie de prendre un sprint d'avance pour les petits sujets, et on tente de plus en plus à revenir en amont, c'est-à-dire un mois et demi en avance sur les sujets, pour pouvoir justement avoir le temps de faire de la recherche, de bien comprendre les problématiques, de proposer des solutions, de les tester et d'amener quelque chose d'assez construit dans les backlogs, et ensuite donc, lancer cette phase de développement. Donc concrètement, on part sur le design thinking avec les différentes phases, et on a différents corps de métier maintenant dans l'équipe, qui sont donc toute la partie research, toute la partie design, où là du coup on va essayer de trouver des solutions et de les tester en tout cas. Ensuite partir dans un développement, dans le delivery, et on va analyser tout ça, et enfin on va revenir sur l'optimisation. Donc globalement, les différents outils qu'on utilise sont donc très en amont, ce sera TestApic. Ça nous permet de vraiment faire des questionnaires, de défricher une grosse partie des besoins clients, des irritants, des pain points, et de bien comprendre la problématique. On va identifier ensuite des solutions en design qu'on va tester, alors soit sous forme de test utilisateur, donc avec des prototypes, souvent via TestApic, puis on va se lancer dans la phase de dev. On va lancer ça en prod, on va analyser les résultats soit alors via différents outils, Google Analytics, Content Square, Firebase. On va prendre le temps d'analyser ça, de bien comprendre ce qui peut se passer, et selon les résultats qu'on a, soit on va revenir un gros cran en arrière pour refaire une phase de research pour qualifier tout ça, c'est-à-dire que au-delà du côté quanti, on va essayer d'y coller le qualitatif pour bien comprendre et bien balancer les deux, et du coup revenir avec d'autres propositions, ou on va partir plutôt sur de l'A/B test, et notamment sur les solutions qui ont pu être identifiées en première phase. Donc il y a plusieurs solutions sur la table. Peut-être qu'on peut les retravailler, peut-être qu'on peut les reposer, et via l'A/B test, ça nous permet justement d'avoir cette optimisation qu'on arrive à estimer autour de 20%. C'est-à-dire que globalement, on va éliminer 80% des irritants en première phase, et sur la partie optimisation, on va aller chercher les quelques pourcents qui nous restent pour aller vraiment optimiser nos outils, nos plateformes, applications et sites web. Donc je vais passer la main, j'étais assez rapide, j'espère. Je vais passer la main à Nassim pour le use case. Donc concernant les GeoPages, donc c'est des pages qui sont principalement des pages d'atterrissage, qui représentent une quinzaine de pourcents du trafic qui entrant en tout cas sur notre site web, et qui sont hyper importantes en termes de SEO et en termes de qualification. C'est-à-dire que ça nous permet, quand vous tapez une recherche location de véhicules à Madrid, qu'on remonte, et du coup d'avoir tout un entonnoir qui attire nos clients vers nos funnels. Donc c'est tout l'enjeu de ces pages. Je te passe la main. Effectivement, du coup on va sélectionner un use case qui reflète assez bien en fait le process d'optimisation de la conversion au sein d'Europecar. Donc avant de rentrer dans le détail de ce use case, je vous ai expliqué assez rapidement le contexte de celui-ci. Donc comme vous a expliqué Miguel, les pages géo, c'est des landing pages de nos sites qui représentent quand même une source de trafic assez importante de nos sites web et mobiles. Et en fait, on a une page géo pour chaque station et chaque ville et pays dans lesquels se trouve la station. Donc c'est énormément de pages, et ces pages-là sont principalement orientées pour performer sur nos rankings SEO, et on y retrouve notamment sur ces pages-là encore un module de recherche qui permet à l'utilisateur de rentrer sa station de départ et de retour ainsi que ses dates pour ensuite arriver sur sa page de résultats et qu'il puisse voir les résultats des véhicules, les tarifs, etc. Donc on a cette première step de page géo, puis
la step de résultat. Donc c'est quand même un point d'entrée assez important de nos sites desktop et mobile. Et donc du coup, ces pages-là ont fait l'objet d'une refonte assez importante en début d'année. Donc on a complètement retravaillé le design de ces pages-là. Et on les a surtout passées en responsive, ce qui n'était pas le cas avant. Donc c'était un gros objectif sur cette année 2020. Donc en l'occurrence, lorsqu'on a suivi les performances de la refonte, lorsque c'est passé en prod, on s'est rendu compte que sur des KPI assez génériques qu'on a monitorés, on s'est rendu compte que le bounce rate, donc le taux de rebond, augmentait, et le taux de transition à la step d'après, et donc à la page de résultat, baissait. Donc on avait un petit problème, plutôt un gros problème de performance sur ces pages-là. Donc voilà, ça nous a fait tilt. On s'est dit, il y a sûrement un souci sur la partie design. Donc on s'est concentré sur l'aspect mobile, enfin sur le design mobile, parce que c'est là où les KPI baissaient le plus. Donc on a décidé de lancer, pour comprendre un peu mieux le comportement utilisateur, on a décidé de lancer une campagne Testapic, où on a posé une série de questions, et on vous a extrait donc du coup 2 questions qui sont assez intéressantes, qui nous ont vraiment permis de répondre aux hypothèses qu'on s'est posées, parce qu'on avait quand même des hypothèses avant de lancer le test. On s'est dit qu'il y avait sûrement un souci avec le module de recherche. Donc la première question qu'on a posée à ces utilisateurs-là, c'est quel est le premier sentiment que vous avez lorsque vous voyez le CTA en bas de page? Donc là, vous avez le design à droite, et vous avez le CTA en bas de page qui permet justement d'accéder au module de recherche. Donc, au niveau plutôt des résultats d'abord, on a quand même une grosse partie qui pense que le CTA est assez visible, donc l'accès au module de recherche est assez visible, mais on a une partie qui n'est pas négligeable, qui est 38% d'utilisateurs qui pensent que ce module de recherche n'est pas assez visible. Effectivement, il est en bas de page, c'est un CTA qui est un peu noyé dans le contenu, donc ça répond à peu près à notre première hypothèse de manque de visibilité de ce booking pod, ce module de recherche. Vous avez des verbatim qui sont assez clairs, donc plusieurs utilisateurs qui nous ont remonté le fait qu'ils voyaient d'abord l'image en première position, puis le contenu textuel, avant de voir le CTA en bas de page. Des retours qui sont assez similaires. La deuxième question qui est assez intéressante, donc là on n'est plus sur un sentiment, mais plutôt sur l'action attendue par l'utilisateur. Donc on leur a demandé quelle est l'action qu'ils attendent après avoir cliqué sur ce CTA. Normalement, lorsqu'on clique sur ce CTA, on va arriver sur un écran qui va nous demander notre date de retour, la station, départ, aller, etc., pour ensuite aller sur la page de résultats. Et les résultats sont assez intéressants puisqu'on a quasiment 67% d'utilisateurs qui pensent voir tout de suite des tarifs. Enfin, plutôt les disponibilités qu'il y a en l'occurrence sur La Rochelle, puisqu'on est sur une page géo La Rochelle. Ce qui n'est pas le cas, puisqu'on va d'abord leur demander certaines informations avant de leur afficher les résultats. Donc, ça peut avoir un aspect assez déceptif, puisqu'on rajoute une step en plus. Donc là aussi, les verbatims sont assez différents. On a certains utilisateurs, effectivement, qui comprennent l'action attendue, donc remplir les dates, puis la station. Puis on a d'autres utilisateurs qui pensent tout de suite voir des tarifs, puis réserver. Ce qui n'est pas réellement le cas. Donc il y a un problème de perception du CTA et un problème de visibilité. On est sur 2 soucis qui pourraient expliquer en grande partie les KPI génériques, enfin le taux de rebond qui augmente et la transition qui baisse. Donc on a réussi à confirmer en fait la partie quanti avec le quali. Donc ce qu'on a décidé de faire pour remédier à ce souci-là et optimiser du coup le taux de transition, on a décidé de lancer un A/B test. Avant de lancer un A/B test, on s'est posé une hypothèse. Donc on a designé, je vais vous montrer juste après, on a designé certains écrans et on est parti du principe que ces écrans-là vont permettre d'augmenter le taux de transition. Donc sur cet A/B test-là, on a suivi en KPI primaire le taux de transition, donc c'est notre KPI de succès sur lequel on se dira ok, notre test est un succès ou pas. Et un KPI secondaire qui est un peu moins important, qui reste important pour nous, mais qui est moins important dans le cadre du test, c'est le taux de conversion. Alors pourquoi il est moins important? Parce qu'il nous reste pas mal de steps après la page géo. Donc on a la step de résultat qui nous affiche les tarifs qui peuvent être parfois un peu élevés en fonction des budgets. On a la step des extras, la step de paiement. Donc on a différentes steps qui viennent après et qui pourraient influencer sur la conversion. Pour vous montrer un peu les variations qu'on a designées durant ce test-là, on a eu à peu près une semaine de développement
avec A/B testing. Donc c'est assez rapide, donc une semaine de développement, quelques jours de QA, donc on a fait ça assez rapidement. Le test a été lancé sur le mobile et en l'occurrence sur le site espagnol. C'est important puisque sur le site mobile espagnol, c'est là où on avait le plus gros taux de drop au niveau de la transition. Donc vous pouvez voir en l'extrémité gauche la variation de contrôle. La variation 1, on a décidé de rajouter un petit fond blanc pour faire ressortir le CTA, donc c'est une modification assez simple. La variation 2, là, on a complètement retravaillé le module de recherche. On l'a mis en première position, on a rajouté un champ de sélection. Donc, lorsque vous cliquez dessus, vous avez les stations que vous pouvez sélectionner. Et sur la variation 3, on a décidé de partir sur carrément un booking pod déployé où on affiche la station, les dates, pour donner vraiment un aperçu de ce qu'on va demander à l'utilisateur au niveau des informations demandées. Donc beaucoup plus, je dirais beaucoup plus de visibilité sur la variation 3 qui prend quasiment la moitié de l'écran. Donc on est parti sur une variation 3 qui est assez radicale puisqu'elle rejoint un peu ce qui a été fait sur les anciennes pages géo avant la refonte. Voilà. Donc après 2 semaines de test, on a la chance d'avoir énormément de trafic sur nos sites. C'est super bien. Donc on a eu 2 semaines de test. En général, on fait 2 semaines de test pour valider en fait nos cycles de vente. Sur la version 3, on a réalisé 105% d'uplift sur les clics. C'est assez énorme. Donc une performance qui est un succès assez important sur ce test-là. Ce qui est intéressant, c'est que on a certes fait 105% d'uplift sur le clic. La transition augmente, mais pas autant que le clic. Donc, on a potentiellement des soucis sur les messages d'erreur qu'on affiche à l'utilisateur, sur les stations qui sont disponibles ou pas, parce qu'on est dans un contexte où certaines stations sont fermées, certaines dates sont fermées. Donc, il se peut qu'il rentre une station qui n'est pas disponible. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que on a légèrement augmenté le taux de conversion. Comme je le disais un peu plus tôt, c'était pas notre KPI primaire, notre KPI de succès. On l'a augmenté, c'est une très bonne chose, mais pas autant. Malheureusement, on n'a pas eu 105% d'augmentation de conversion, mais il a quand même augmenté. Donc c'est un A/B test qui a été un gros succès à tout point de vue. Donc on a confirmé notre hypothèse et on a lancé la variation 3 donc sur 100% du trafic. Donc aujourd'hui, elle est présente sur tous nos sites mobiles, sur la partie responsive en tout cas. Et on a décidé du coup de repartir sur un cycle d'optimisation puisque on va reprendre les messages d'erreur qu'on affiche aux utilisateurs, essayer de les optimiser. On a rajouté il n'y a pas longtemps des filtres, voiture, camion et véhicule prestige, premium. Donc on continue à optimiser, à rechercher le pain point utilisateur pour repartir sur un cycle. Donc c'est une boucle qui est quasi infinie jusqu'à optimiser au maximum la conversion. Donc voilà, donc je pense avoir fait le tour sur ce use case. Alors, il y a juste des questions, j'en profite pour y répondre. Des questions sur le chat par rapport au wording et au fait qu'on aurait pu faire l'A/B test uniquement sur le label du CTA. En fait, quand on a vu les premiers résultats de ce qui était en prod, on a choisi de faire un radical switch, en fait, essayer de trouver d'autres solutions beaucoup plus radicales que simplement le nom du label du CTA, et d'autant plus qu'on a des contraintes de traduction qui sont assez fortes, et dans certains cas, la traduction ne rentrait pas dans le CTA, notamment sur le mobile. Donc on a essayé de trouver une autre solution pour essayer d'être plus explicite dans ce que les clients allaient trouver derrière, et des verbatims qu'on avait récupérés, d'avoir un champ, une date, une heure pour pouvoir lancer une recherche, c'était le minimum d'informations nécessaires, et du coup, ça devenait limpide pour le client que lancer une simple recherche, il y avait déjà des premiers critères, et du coup, c'était naturel. Donc en fait, ça nous a simplifié. Alors déjà, ça a fait vachement remonter les taux de conversion, mais surtout, ça a simplifié le problème de traduc et d'explosion en fait du label dans le bouton, simplement en rajoutant ces champs-là. Donc c'est plus clair, ça a été plus efficace, je pense. Mais effectivement, c'est des sujets qu'on a identifiés sur les apps, par exemple. On optimise les CTA pour emmener plus de gens dans le funnel, effectivement. Ça, c'est un truc qu'on a identifié. Mais dans ce cas-là, c'était un peu plus compliqué à mettre en place. Voilà, je crois qu'on avait fait le tour. Je pense qu'on va pouvoir passer peut-être aux questions. Oui, je pense qu'on va pouvoir passer aux questions, en effet. Pour revenir sur ce que tu disais, Miguel, aussi, cette volonté de mettre en place, on va dire, un booking pod un peu plus
un peu plus évolué, etc., correspondait aussi au feedback que vous aviez eu justement de Testapic, où les utilisateurs avaient besoin d'avoir un peu plus de visibilité sur justement le type de résultats le type d'expérience qu'elle pouvait s'attendre suite à l'utilisation du BookingPad et du clic sur le CTR. C'est ça. Sur ce qu'on avait récupéré, c'est qu'ils s'attendaient tout de suite à avoir des résultats, alors qu'en fait, il nous faut pas mal de critères pour pouvoir afficher ces résultats-là. Donc c'était un peu mal amené, en fait, la version de départ. C'est-à-dire que tu cliquais sur un bouton pour ouvrir un BookingPad dans lequel tu allais remplir tes champs pour ensuite lancer une recherche. Alors que là, on était un peu plus straight to the point. Tu éliminais déjà un clic, donc une étape, et c'était beaucoup plus transparent. Alors, une des premières questions, et je pense que Nassim, on n'a peut-être pas évoqué ça, c'est combien d'utilisateurs ont été questionnés pendant la campagne Testapic? Une cinquantaine d'utilisateurs sur la partie mobile. On a il me semble, la partie desktop aussi. Ouais. 50 aussi, donc 100 utilisateurs sur toute la campagne. Je rebondis encore sur la question de Valérie. Du coup, merci Valérie. Et effectivement, la version 3 a été développée sur l'Espagne. On a aussi AB testé sur la France pour essayer de confirmer les résultats. Et ça marche aussi sur la France. En général, on a quelques différences sur certains pays, notamment l'Allemagne. C'est toujours assez compliqué avec les Allemands. Mais en général, on a des résultats d'AB test qui sont plutôt homogènes sur nos marchés. Là où c'est différent, c'est que principalement ce qu'on fait des AB tests sur les prix, sur la manière dont on affiche les prix, la réassurance sur la page de paiement, etc. C'est là où on a des grosses différences sur nos résultats d'AB test. Mais là, en l'occurrence, sur la page Géo, il n'y a pas eu de différence. Ça a été un succès sur tous nos marchés. Voilà. Oui, sur l'ensemble des tests qu'on va mettre en place, des A/B tests, en règle générale, on choisit, on va dire, un pays pilote pour avoir un premier impact de ce test. Et on a tendance à décliner par la suite sur les autres pays pour pouvoir confirmer ou infirmer ces points. Exactement. En fait, on a la chance d'avoir plusieurs domaines. On est sur quasiment une dizaine de domaines, en fait. Et on a la chance, du coup, de pouvoir sélectionner certains marchés, de lancer des A/B tests sur plusieurs domaines. Et en plus de ça, on a beaucoup de trafic sur nos sites. Donc, en général, nos tests durent 2 semaines maximum. Et puis voilà. Alors, une nouvelle question. Pour les suivants cycles d'optimisation, vous passez par les mêmes phases à chaque fois. Est-ce qu'on utilise tout le temps un questionnaire utilisateur plus l'A/B test? Peut-être répondre côté Europcar. Attends, moi j'étais en train de lire une autre question en parallèle. Vas-y. Pardon. Dans l'onglet questions. Oui, parce qu'on a des questions sur le chat, on a des questions sur les. Alors vas-y, tu veux qu'on refasse la partie questions? Je reviendrai sur le sujet de Karine. Alors en fait, c'était par rapport au cycle d'optimisation pour savoir si vous utilisez toujours le combo du coup questionnaire utilisateur en amont, puis A/B test par la suite. Alors ça dépend un peu des sujets. Globalement, oui, c'est ce qu'on essaie de faire. Et surtout, on essaie d'aligner à la fois le quanti et le quali. Parce que souvent, on a deux leviers. Quand on commence par le quali, on a souvent des bons insights, mais on a du mal à quantifier les choses, on a du mal à mettre un poids dessus. Donc on essaie d'avoir toujours le quanti-quali. Et un autre truc qu'on a identifié aussi, c'est que le contexte de test change sensiblement par rapport au contexte de la vie réelle, quand tu dois vraiment sortir ta carte bleue et réellement payer, que tu es dans un vrai contexte. Ça change grandement la donne. C'est là où, d'un côté, la partie test nous permet d'avoir des insights assez rapidement, et de l'autre côté, la partie plutôt A/B test, dans des conditions réelles, et de manière parfaitement transparente pour l'utilisateur, nous donne un certain sens de la réalité, en fait, et de comment les choses se passent réellement dans la vraie vie. Et ça permet d'équilibrer un peu les choses, je trouve. En l'occurrence, avant la refonte de nos pages géo, on a quand même testé le design, et on n'avait pas les retours de manque de visibilité du CTA. On s'en est rendu compte lorsqu'on les a lancés en prod, en fait, et que les résultats ont été plutôt mauvais. Et pour compléter ce que tu disais, Miguel, effectivement, on utilise GA et Content Square sur la partie un peu plus quanti. Ouais. Donc GA, c'est plus des données business, Content Square plus des données comportementales, qui te permet vraiment de comprendre en fait la façon dont la page est utilisée, quoi. Alors, juste pour revenir sur la question de Karine, oui, on a montré ces résultats-là, bien sûr, côté business. Je te laisserai compléter, Nassim, mais du coup,
ils étaient plutôt satisfaits. En fait, quand on a lancé, ils étaient plutôt insatisfaits, puisque du coup, on avait un taux de conversion qui n'était pas forcément celui qu'on escomptait. Et le fait de lancer ce test, de voir des résultats, alors déjà de voir plusieurs options et de voir les résultats pour chacune de ces variations, les a plutôt rassurés. Et du coup, c'est ce qu'on a poussé en prod au final d'un commun accord, parce que justement, c'est ce qui faisait le plus de sens et ce qui avait le plus d'impact en fait. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Nassim, là-dessus. Non, c'est parfait. Ok. Je ne sais pas si on a répondu à toutes les questions. Alors, combien de temps entre le test APIC et l'AB test, le lancement de l'AB test? Est-ce que tu te rappelles de ça? Alors déjà sur la partie AB test, donc, Ouais. comme je te disais, on avait environ une semaine de développement et 2-3 jours de QA. Donc c'est assez rapide en condensé. Donc les jours sont passés, on a d'autres priorités, etc. Mais en condensé, c'est une semaine et 2-3 jours de QA. Sur la partie test APIC, le temps d'analyser les données, de recevoir les résultats, etc. C'est à peu près une semaine aussi. Donc on est sur quasiment 2 semaines et demie de recherche utilisateur, d'analyse de la donnée et de développement de l'AB test. Et le test, enfin l'AB test en lui-même a duré 2 semaines. Donc on est sur quasiment un mois et un mois, une semaine, voire 2 semaines voilà, sur toute la recherche, tout le cycle d'optimisation. Parce qu'il faut aussi compter la partie design. Qui se fait assez rapidement chez nous. On a des designers qui sont assez réactifs. Donc ouais, faut compter à peu près un mois et demi, quoi. Facile. Yes. Pour répondre à Valérie, oui, on a une très bonne réactivité d'AB Testy. Et globalement, Héloïse se fait des points hebdo avec Nassim, et qu'entre-temps, il y a toujours des emails qui partent. Donc oui, c'est plutôt très réactif. Et quand on doit revoir un peu nos priorités d'AB test, il y a beaucoup de flexibilité là-dessus, donc on s'adapte assez rapidement avec AB Testing. Ouais. Pas de sujet là-dessus. Sinon, on ne serait pas là d'ailleurs. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je switch d'un onglet à l'autre. Il me semble qu'on a répondu aux principales questions. Ok. De toute façon, avec Jean-Baptiste, on reste complètement disponible si vous avez d'autres questions qui vous viennent à l'esprit suite à ce webinaire. De toute façon, Sixtine vous enverra nos adresses mail et nos points de contact. Je me permets, là, effectivement, dès la fin du webinaire, vous allez recevoir le replay et le contact d'Héloïse et de Jean-Baptiste. Comme ça, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question qui vous passe par la tête demain, après-demain, contactez Jean-Baptiste et Héloïse, qui contacteront Miguel et Nassim si besoin. Donc, je voulais remercier encore une fois, mille merci à toute l'équipe Europcar, donc Miguel, Nassim, pour avoir participé à ce webinaire. Vous avez tout de suite répondu présent quand on vous a proposé de participer avec Testapic. Donc, un grand merci à vous deux. C'était vraiment super de vous avoir et de vous voir présenter ce beau use case. Donc, j'espère que ça a plu à tout le monde. Et merci à tous. Bonne journée. Je ne sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose. Non, pas particulièrement. Pour Roy qui était en ligne aussi. Ouais. Exactement. Roy qui devait participer également au webinaire. Yes. Donc, merci à tous. Merci à tous. Yes. Merci à vous tous. Merci aux participants. Passez une bonne journée. Bonne journée. Merci. Merci beaucoup. Très belle journée.